Dimanche 12 mars 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur la télévision Labari. L'ambassadeur du Japon au Niger, Togo et Côte d'Ivoire était ce matin dans les locaux de l'ONU Femmes, une entité des Nations Unies qui œuvre pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Une visite donc pour encourager le personnel, un déplacement aussi qui vient réconforter les responsables de ce service. Compte rendu avec Abdel Nasser Abdelrazak Hamidou et Abdel Nasser Seydou. Cette visite à ONU Femmes de l'ambassadeur du Japon au Niger, Togo et en Côte d'Ivoire, M. Kawamura Hiroshi, intervient dans le cadre humanitaire, après le financement du gouvernement japonais qui a permis à ONU Femmes de lancer un projet pour intégrer le genre dans la planification et la réponse humanitaire. ONU Femmes fournira également un appui holistique aux survivants des attaques terroristes de la région de Difa. Le soutien à l'ONU Femmes. Pour le développement du Niger, on a trois volets de stratégie. La sécurité alimentaire et l'éducation. Bon, dans tous les domaines, on pense que le rôle des femmes est toujours important. Donc, quand il s'agit de notre coopération japonaise, on pense toujours à, mainstreaming de femmes dans les projets. Et donc aujourd'hui, je me réjouis d'attendre les résultats de projets qui a été financé par le Japon et exécuté actuellement ONU Femmes. Ce déplacement de Kawamura Hiroshi a beaucoup ému Mme Béatrice Eyong, coordinatrice des programmes d'ONU Femmes Niger, qui s'est dite honorée de recevoir son excellence. Un honneur encore plus grand au vu de la qualité du service offert sur le terrain. Les activités que nous avons menées sur le terrain, c'est grâce au fonds du peuple japonais. Et cet appui nous a permis de toucher la vie de plus de 5000 personnes dans la région de Difa. Donc, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes contents parce que l'excellence, il semble être content avec les activités sur le terrain. Il nous a même dit comment on pouvait améliorer ces activités. Donc cette visite est très importante pour nous. Je suis très très contente parce que on a eu plus qu'on voulait. On a vu les changements dans les vies des femmes. On a vu les changements dans les vies des ménages. Imaginons quelqu'un qui n'avait rien, qui tout le temps demandait qu'on lui donne quelque chose. Aujourd'hui, la personne a son activité et même a recruté une autre personne. La personne est capable même d'épargner l'argent chaque mois dans son compte. Moi, je pense que ça veut tout dire, vraiment. Et c'est cette satisfaction qui nous anime. Parce que là, les femmes sont vraiment autonomisées, les jeunes sont autonomisés. Et puis, les femmes ont là où elles peuvent se rencontrer, discuter de leurs choses, comment organiser les choses dans les camps, apprendre même des petits métiers, la formation professionnelle. Parce que quand nous sommes allés dans le camp, il y a des jeunes qui ont dit que une des facteurs des traumatismes pour eux, c'est la loisiveté. À la fin de la visite, un cadeau a été offert par le personnel ONU Femmes Niger à leur hôte du jour. Une visite qui a été close par une photo de famille. Le terrain Tassi-Konou du quartier Saga a servi de cadre ce dimanche matin à une déclaration des membres de la famille Karakoy. Elle a porté sur les différends qui opposent ces membres de cette famille au chef du village de Saga Gourou, Isaka Noma. Donc, c'était relativement à une affaire de champs d'une superficie de plus de 91 hectares dont une partie a fait l'objet de morcellement. Suivez donc le résumé de leur déclaration. L'affaire a duré plus de 10 ans, mais jusque-là loin de trouver une solution.
C'est le différend qui oppose la famille Farakoy, se réclamant propriétaire légitime d'un champ d'une superficie de plus de 91 hectares à environ 10 km de Niamey sur la route Filengue, à celle de Issa Kanoma, chef du village de Sagagourou, qui avait vendu de façon illégale des parties de ce domaine selon la famille Farakoy, qui a porté d'ailleurs l'affaire devant les juridictions. Le 28 mars 2006, le tribunal nous déclarait légitimes propriétaires du domaine litigieux, annulait l'acte de vente produit par Issa Kanoma, chef du village de Sagagourou, et ordonnait le déguerpissement de l'intéressé ainsi que celui de tout occupant de son chef. Le 20 octobre 2008, la Cour d'appel confirmait ce jugement qui a également été confirmé par la Cour d'État dans son arrêt numéro 23 du 19 janvier 2012 en rejetant le pourvoi formé par Issa Kanoma. Nous avions demandé et obtenu du juge de référé la démolition de toutes les constructions illégalement édifiées sur notre propriété. Nous avons également demandé et obtenu du parquet l'assistance de la force publique pour l'exécution de l'arrêt de la Cour d'État. Le 22 octobre 2012, à peine les opérations avaient été entamées qu'elles ont été suspendues à l'initiative des autorités de la ville de Niamey qui ont proposé un règlement à l'amiable qui du reste a été accepté par les occupants des lieux et nous, les légitimes propriétaires. Mais contre toute attente, en dépit des interventions des autorités municipales, les habitants de Sagagourou ont opposé une résistance quant au bornage du site. C'est dans ce contexte que nous avions décidé de reprendre les opérations de déguerpissement et démolition, et cela pour la simple raison que les habitants de Sagagourou ont violé les termes du règlement à l'amiable. Mais à chaque tentative, c'est en pleine exécution des décisions que les actes de démolition ont été interrompus. Au vu de la persistance et des interférences dans ce dossier, la famille Farakoy a sollicité l'intervention du président de la République, Issif Mahamadou, pour que justice soit faite. Nous avions saisi le président de la République en sa qualité de chef de l'administration pour solliciter son implication personnelle pour une stricte neutralité de l'administration de l'exécution d'une décision de justice devenue définitive. Bien que le ministre directeur de cabinet du président de la République par lettre numéro 828 PRN M. Dirkab A ait saisi le directeur de cabinet du Premier ministre pour lui notifier en substance que le ministre de la Justice se doit d'instruire son ministère public, le procureur donc, pour faire prêter main forte à l'exécution sollicitée par notre famille, précisant de manière claire et nette que force doit rester à la loi, le ministre de la Justice, au lieu de s'exécuter conformément à la lettre et à la directive de la correspondance référencée ci-dessus, choisit de confier le dossier à l'inspection des services, versant encore plus dans le dilatoire. En outre, à toute fin utile, nous rappelons humblement à Monsieur le ministre et à tous ceux qui abusent de leur position dans l'administration pour entraver la conclusion de cette affaire que la décision de justice que détient la famille Farakoy est définitive et n'est susceptible d'aucun recours. Cependant, toutes ces manœuvres savamment entretenues pour en bloquer l'exécution de la décision précitée ne saurait en remettre en cause ses conclusions. En outre, au Niger, la justice est rendue au nom du peuple nigérien. Nous sommes donc sereins. Néanmoins, nous appelons les autorités de la ville de Niamey, le gouverneur et monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à la sagesse avant que la situation n'échappe à tout contrôle, car trop c'est trop. Ce dimanche, les membres de la famille Farakoy, hommes, femmes, jeunes filles et garçons, se sont retrouvés au terrain Tassou-Konou de Saga pour parler d'une même voix autour de cette question. Ils veulent tout simplement rentrer dans leurs droits.
Et comme chaque dimanche, nous recevons sur ce plateau M. Moukela Halidou, le secrétaire général du SINASEB. M. Moukela, bonsoir. Bonsoir. Et merci donc d'être sur ce plateau pour parler de l'actualité. Et donc, comme vous le savez, il y a quelques jours, le comité interministériel en charge des questions éducatives a animé un point de presse au cours duquel il a pointé donc du doigt notamment le SINASEB dans le mouvement dans le secteur de l'éducation. Et très rapidement, quelle est votre réaction par rapport à la sortie du président du comité, le ministre Bazoum? Non, merci M. Hassan. Il faut dire que la sortie du président du comité interministériel, qui d'ailleurs est le ministre en charge de l'Intérieur, n'est que en réalité une sortie, je crois, sous pression, parce que si vous avez suivi l'intervention du ministre, ce n'est pas la même personne que nous avons toujours connue. Façon dont il a parlé avec une certaine haine, avec en tout cas un certain mépris vis-à-vis, comme vous l'avez dit, de notre organisation, le SINASEB, et de son secrétaire général. Je voulais seulement rappeler que ce mouvement que nous sommes en train d'observer n'est pas un mouvement du SINASEB, c'est un mouvement d'une coalition de syndicats d'enseignants. C'est un mouvement qui regroupe à peu près 40 syndicats, structures syndicales. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on estime quand même que c'est le SINASEB qui est derrière en tout cas tous ces mouvements, alors que c'est un mouvement, comme je l'ai dit, qui regroupe en tout cas presque tous les syndicats du secteur de l'éducation. C'est pour cela que nous l'avions appelé la coalition Cause Niger SINASEB. Cause Niger, pour rappel, je précise que c'est d'abord le regroupement de deux fédérations, la FISEN en tout cas qui est pilotée par le secrétaire général du SNEN, et vous avez le CEPRAS qui est piloté par le secrétaire général du SNEP. C'est les deux coalitions qui ont créé Cause Niger, et finalement nous nous sommes entendus avec ce regroupement-là, SINASEB, pour que nous puissions nous retrouver dans un grand groupe et engager en tout cas ces mouvements-là pour défendre rien que les intérêts des enseignants, et c'est sur ces principes-là que nous sommes partis. Donc aujourd'hui, dans la position actuelle, je ne comprends pas et je ne sais pas ce qui en tout cas a touché le président du comité interministériel pour vouloir en tout cas se prendre uniquement et tout simplement, en tout cas au SINASEB. Mais je rappelle encore une fois de plus que peut-être qu'il a encore autre idée derrière lui, mais ce qui est évident, cette organisation n'est pas une organisation typiquement de SINASEB, c'est une organisation, comme je l'ai dit et je le répète, qui regroupe presque tous les syndicats, en tout cas du secteur de l'éducation. Donc si on fait la fixation sur le SINASEB, peut-être, je dis bien peut-être, c'est l'activisme en tout cas des responsables du SINASEB, ou alors la forte mobilisation des responsables, des militants et militantes du SINASEB. Peut-être que c'est ça qui a fait en sorte que le ministre d'État n'a pas pu se contenir, et en tout cas s'est permis de déverser tout ce qu'il a eu à faire. Dans tous les cas, nous comprenons, mais ce qui est évident, nous estimons quand même que la sortie aurait pu plus bénéficier, en tout cas à l'opinion, s'il a pris juste le temps d'expliquer les conditions dans lesquelles le communiqué conjoint a été signé, l'état d'avancement de ce communiqué, et de ce pourquoi nous avons repris, parce que si nous reprenons le mouvement, c'est parce que quelque part il y a eu des défaillances par rapport à la mise en œuvre de ce communiqué conjoint. Voilà un peu la lecture que nous avons en tout cas de cette sortie du président du comité. Oui, l'union fait la force, dit-on, et vous avez dit que vous avez créé une coalition entre les différentes structures syndicales. Et là, dans sa sortie, le président du comité interministériel, il a parlé même par rapport à l'évaluation. Cette évaluation va concerner uniquement les contractuels. Et au début, c'était tous les enseignants. Mais est-ce que ce n'est pas une façon de vous diviser? Oui, non, nous ne serons pas divisés. Rassurez-vous que nous sommes plus que jamais déterminés à rester en coalition. Nous sommes plus que jamais déterminés, en tout cas, à consolider ce cadre-là que nous avons créé, et qui d'ailleurs, ça fait des années que nos aînés n'ont pas pu en tout cas fédérer l'ensemble des structures. Nous étions parvenus à le faire, et nous allons créer toutes les conditions pour qu'il n'y ait pas de division au niveau de ce cadre. Et je l'ai dit, voyez-vous, c'est encore cette fixation autour de SINASEB, parce que lorsque vous entendez le ministre d'État parle de SINASEB, lorsqu'il parle de contractuels, lorsqu'il parle avec un certain mépris, en tout cas à l'endroit des enseignants contractuels, on a tout comme l'impression que le SINASEB c'est seulement un syndicat et regroupement de contractuels. Et c'est pour cela que dans
sa sortie sous cette pression, avec cette haine, en tout cas, qui les a envahis, en tout cas presque tous, lors de ce point de presse, ils se sont dit que finalement, cette évaluation de la note circulaire a été claire, doit concerner l'ensemble des enseignants qui sont sur le terrain contractuels comme titulaires, et automatiquement on revient à la charge, on dit non, ça ne concerne plus les titulaires, ça concerne les contractuels parce qu'on estime que les contractuels sont les militants de SYNASEP. Mais ce qui est évident, nous l'avons dit et nous attendons parce qu'il n'y a pas eu de support, il n'y a aucun document qui dit que cette évaluation va concerner les contractuels. Et je vous assure, le jour où ils vont sortir cette note, nous allons l'attaquer devant les juridictions compétentes parce qu'il n'y a aucune disposition qui dit qu'on peut faire cette évaluation de la pratique et surtout de la manière dont aujourd'hui le ministère de l'enseignement primaire veut vouloir organiser. Je rappelle, conformément ou contrairement à ce qu'ils ont dit, au niveau du SYNASEP, nous n'avions pas jamais, et d'ailleurs même au niveau du cadre, nous n'avions jamais dit qu'il n'y aura pas d'évaluation, nous n'avions jamais dit qu'on ne va pas évaluer, mais nous avons dit que l'évaluation dans sa forme actuelle, elle est contraire aux dispositions législatives, c'est-à-dire aux dispositions de la loi, aux dispositions du statut général de la fonction publique, et ils oublient d'ailleurs que les contractuels sont régis par le statut général de la fonction publique. Depuis le 23 juillet 2007, les contractuels sont protégés par le statut général de la fonction publique. Les contractuels sont évalués dans les mêmes conditions que les agents titulaires de l'administration publique. Donc voilà un peu ce qu'il faut rappeler et c'est que nos amis, pour dire nos partenaires d'en face, doivent comprendre. Ils doivent comprendre que on ne peut pas trier les contractuels et les enlever, n'est-ce pas, de ce regroupement pour dire que l'évaluation va concerner. L'évaluation, nous avons dit et nous réaffirmons notre opposition par rapport en tout cas à la manière dont ils veulent l'organiser. Il n'y a jamais eu d'évaluation où on demande à ceux qui doivent être évalués de fournir des documents. Si vous prenez la note circulaire du ministre Marté, il a dit on va faire l'évaluation obligatoire et voilà les pièces à fournir pour être évaluées. Maintenant, lorsqu'ils ont compris que c'est un danger, lorsqu'ils ont compris que la loi ne le précise pas, c'est en ce moment qu'ils disent que non, les documents, les pièces, ils les ont demandés pour un contrôle de conformité. Il fallait juste qu'ils reprennent leurs documents, qu'ils demandent à tous les enseignants de déposer des dossiers pour contrôle de conformité. On est d'accord, il faut contrôler les documents. Maintenant, par rapport à l'évaluation, nous leur avons rappelé les dispositions de la loi, c'est-à-dire du statut de la fonction publique et les dispositions du statut particulier des enseignants. Nous avons dit, respectons la loi, faites en tout cas l'évaluation conformément à ce que la loi a prévu. Il y a le mécanisme d'évaluation, il ne faut pas qu'on se permettre d'aller dans une autre aventure, parce que ce qu'ils ont l'intention de faire n'a rien d'évaluation, M. Hassan. Lorsqu'on dit que les enseignants seront réunis, regroupés dans des salles de classe où on va les soumettre à deux épreuves, une épreuve de français, une épreuve de mathématiques, et au finish, on aura quel résultat? Est-ce que cela permettra de mesurer la compétence d'un enseignant sur le terrain? Nous avons dit non. Est-ce qu'aujourd'hui, si on doit mesurer la compétence d'un journaliste, on va le mettre en classe pour lui donner deux épreuves, on va dire qu'il est compétent? Non. Je crois que c'est sur le terrain, c'est à partir du travail qu'il est en train de faire qu'on peut savoir s'il est compétent ou pas. Voilà pourquoi nous avons dit l'enseignant a toujours été évalué, de tout le temps. L'enseignant n'a pas peur d'être évalué. L'enseignant est peut-être le seul agent de l'État qui est en perpétuel et en cas évaluation. Nous avons des conseillers pédagogiques, nous avons des inspecteurs, nous avons les cellules d'animation pédagogique. Tous ces cadres-là ont été créés pour qu'effectivement suivre les enseignants, pour effectivement, en tout cas, évaluer les enseignants et au besoin, en tout cas, les réunir dans un moment bien déterminé pour, en tout cas, faire, comme on appelle, la formation continue, c'est-à-dire profiter de l'occasion pour renforcer leur capacité, leurs compétences, parce que c'est de ça que nous avons besoin aujourd'hui, c'est de créer les conditions pour que le système éducatif nigérien retrouve ses lettres de noblesse. Mais à travers cette disposition, est-ce que véritablement on aura gagné l'argent qu'ils veulent utiliser pour forcer en tout cas à faire, contrairement à la loi, cette pratique aurait pu servir en tout cas de moyen pour les conseillers pédagogiques, les inspecteurs, qui d'ailleurs, je précise au passage, font plus d'1 an et demi qu'ils n'ont plus leur subvention, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la subvention de l'État leur permettant d'être sur le terrain, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement, en tout cas régulier de l'administration. Malheureusement, ils ne l'ont jamais eu. Ça fait presque plus d'un an qu'ils n'ont pas reçu. Et je crois que cet argent qu'ils veulent utiliser pourrait permettre, en tout cas, à ce qu'on renforce les compétences et les capacités de ces conseillers-là pour aller sur le terrain et accompagner les enseignants. Maintenant, nous avons dit, parce qu'il nous a été donné de faire des propositions au ministre, nous avons dit, effectivement, le système a des problèmes. Mais voilà ce qu'on vous propose. Essayons de voir d'abord, dans un premier temps, tous les enseignants qui sont sur le terrain, qui n'ont pas de formation, on les identifie. Pendant les vacances, nous avons des écoles normales un peu partout.
un peu partout dans toutes les régions. Maintenant, nous avons des écoles normales. On les envoie dans les écoles normales, on prend 3 mois, on les forme. Ça veut dire qu'ils vont revenir avec des nouvelles bases pour l'année prochaine. Et petit à petit, nous serons obligés et nous serons amenés à renforcer les compétences et les capacités de ces enseignants-là pour que, je dis, dans un temps peut-être record, que nous puissions redresser la pente par rapport à la situation actuelle de notre système. Oui, M. Desdier, on a vu encore le président du comité dans son intervention, il a un peu lié votre grève donc une affaire politique. Donc il parlait même d'une rencontre à Abidjan avec le président d'un parti politique. Qu'est-ce que vous allez dire? Non, M. Hassan, c'est là où c'est vraiment ridicule. C'est ridicule parce que vous parlez du président du comité. Ce président du comité, c'est lui le ministre en charge de l'intérieur. Ça veut dire que toutes les informations liées à ce pays doivent passer par ses mains. Et je pense qu'aujourd'hui, si véritablement il y a des informations liées entre le mouvement et ce dont il parle, qui s'est passé à Abidjan, je crois qu'il doit sortir des preuves. Ça, c'est une deuxième chose. Lorsqu'il estime que nous avons fait le déplacement pour aller à Abidjan, je rappelle qu'il doit contrôler les mouvements de tous les Nigériens. La dernière fois que personnellement j'étais parti en mission à Abidjan, ça remonte de 2013. Ça, c'est pour son information. Donc, aujourd'hui, je crois que ça fait presque 7 ans que nous sommes dans une telle situation où lorsque le pouvoir en place est menacé, tout de suite, ou est en panne d'arguments, on va vouloir politiser l'affaire. Voyez-vous, et ces mêmes gens, eux, les Bazoum et autres, ils étaient à l'opposition, ça ne fait pas longtemps. Lorsqu'ils étaient à l'opposition, il y avait un système, il y avait un régime, un pouvoir en place. Et lorsque le pouvoir était acculé par les mouvements que nous avons dirigés, que nous avions engagés pendant ce temps, parce que je précise au passage que le SINASEB dont il fait allusion, le SINASEB a été créé depuis 2006, même s'il estime que c'est eux qui ont favorisé la création des structures des syndicats des contractuels. Je remets en cas, entre parenthèses ces propos, parce que pour son information, les premières activités officielles du SINASEB avaient été lancées le 17 mars 2006. Et nous avions fait le combat. Nous avions occupé le terrain. Et heureusement que hier j'ai suivi sur vos zones notre grand frère, nous, en tout cas faire des rappels, parce qu'à un moment c'est avec eux que nous avons fait ce combat-là pour effectivement donner une nouvelle lecture, une nouvelle vision au secteur éducatif, principalement aux contractuels. Donc j'ai dit, lorsqu'ils étaient acculés, ils avaient dit que c'est l'opposition qui nous manipulait. En ce moment, c'était les Bazoum qui étaient à l'opposition. Pendant la transition de Salou, comble de malheur, on était en plein mouvement. Salou nous convoque à la présidence, on part, il dit vous êtes manipulé par l'opposition. Regardez, au moment, pendant une transition, on parle d'opposition. Donc nous avons compris qu'aujourd'hui, c'est une étiquette facile à coller lorsqu'on est en panne, lorsqu'on n'a rien à défendre, lorsqu'on n'a aucun argument pour faire face aux partenaires. Donc pour nous, je crois que lui, ministre de l'Intérieur, il doit comprendre qu'aujourd'hui, il devrait créer les conditions de stabilisation dans le système et même dans le pays que de desservir le front social. Parce qu'aujourd'hui, sa sortie a fait en sorte que le front social est véritablement envenimé aujourd'hui. Nous pensons quand même qu'ils comprendront. C'est vrai que ce sont nos aînés, il l'a rappelé, ce sont nos aînés, en tout cas sur le plan syndical, mais qu'ils comprennent qu'ils ont tout intérêt à revenir en tout cas à la raison et de comprendre que nous sommes des partenaires et nous devrons discuter en tant que partenaires par rapport aux préoccupations de l'école publique nigérienne. Oui, il a même dit donc dans son intervention que vous, personnellement, le SG du SINASEB n'a pas voulu répondre à l'invitation du comité pour essayer d'échanger et vous avez préféré donc jeter l'invitation. Qu'en est-il de ça? Monsieur Hassan, vous étiez parti dans les discussions, vous avez vu la signature du communiqué conjoint. Vous avez quand même vu que le SINASEB a signé le communiqué conjoint à travers le premier secrétaire général. À travers le premier secrétaire général adjoint. Je voudrais rappeler que nous gérons une organisation syndicale où lorsque le premier responsable est empêché, il y a toujours un adjoint. L'adjoint là, ce n'est pas un béni oui, non, il est adjoint de plein droit lorsque le premier responsable n'est pas là. Et c'est pour ça que j'ai dit, comble de malheur, malheureusement, et je me pose 1001 questions, est-ce que véritablement notre ministre en charge de l'Intérieur, chargé de la sécurité de tous les Nigériens, est véritablement ce ministre-là? Il aurait pu simplement se poser la question, il n'est pas venu. En ce moment, au moment où il parle, les rencontres dont il parle, en ce moment j'étais à Tunis. J'étais en mission à Tunis. Et si lui, en tant que ministre, n'était pas informé, ne savait pas que je n'étais pas sur le territoire, je pense que les Nigériens ne sont pas en sécurité. Les Nigériens sont en danger. Il a en charge la sécurité de tous les Nigériens. Que je me déplace par l'aéroport international de Niamey pour aller à Tunis, faire
une semaine, revenir au Niger et que lui ne puisse pas être en mesure de le dire, je l'ai vu façon dont il l'a dit, avec une certaine haine, que c'est parce qu'on les méprise, que je n'ai même pas daigné répondre, qu'il nous a fait l'honneur de nous recevoir. Ce n'est pas un honneur, malheureusement. Nous sommes des partenaires et je crois qu'il oublie qu'il est aussi enseignant comme nous. Il oublie qu'il était civicaire avant d'avoir la position actuelle dans laquelle il se trouve. Donc qu'il n'oublie pas le passé de tout un chacun. Aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes des enseignants. Nous sommes sur le terrain au même titre qu'ils étaient restés aussi enseignants sur le terrain. Et surtout, quand il parle de contractuels avec... comment il a appelé ça, il a utilisé un terme précaire, un statut juridique précaire, un statut juridique extrêmement précaire. Non, le contractuel n'a pas un statut juridique précaire. Le contractuel vit dans une situation précaire. Le contractuel est sous le même statut que lui, parce que c'est le même statut de la fonction publique qui nous régit, tous autant que nous sommes, que ce soit fonctionnaire, titulaire, comme contractuel et auxiliaire, nous sommes tous régis par le statut de la fonction publique. Il l'oublie, et d'ailleurs peut-être que ça ne l'a jamais intéressé, il ne le sait pas. Voyez-vous qu'aujourd'hui, ils viennent en négociation sans pour autant maîtriser, avoir la maîtrise avec qui on est en train de discuter. Ceux-là, quel est leur statut? Ils ne le savent pas. Malheureusement, et c'est ça qui fausse nos calculs. C'est ça qui fausse nos calculs. Lorsque aujourd'hui, on estime les enseignants contractuels. Certes, ils ont créé les conditions pour les rendre misérables. Mais aujourd'hui, je suis fier d'une chose, c'est que les enseignants contractuels ne sont pas ces misérables dont ils pensent. Ces contractuels-là vivent à l'heure actuelle mieux, je dis bien encore mieux, que le civicaire qu'il était en son temps, à Tawa, où il a commencé son service civique, qu'il compare sa situation avec la situation des enseignants contractuels d'aujourd'hui. Et je voudrais rappeler au président du comité que le SINASEB n'est pas uniquement un regroupement de contractuels, qu'ils le comprennent, qu'au sein du SINASEB, nous avons même des inspecteurs qui sont militants du SINASEB. Nous avons des conseillers pédagogiques militants du SINASEB. Donc qu'ils oublient que le misérabilisme se trouve au niveau des contractuels, principalement au niveau du SINASEB. Ça, j'ai dit, c'est une interrogation, qu'ils comprennent que l'enseignant doit être respecté. L'enseignant a des valeurs. Et aujourd'hui, eux, qui sont aussi enseignants. Parce que là où le problème se pose, ils sont tous enseignants. Lui, le président du comité, lui, le ministre Marty, ils sont tous enseignants. Qu'ils n'oublient pas qu'ils sont enseignants. En s'attaquant au corps des enseignants, ils s'attaquent eux-mêmes. Malheureusement, ils oublient, ils pensent que, parce qu'ils sont politiques, la politique n'est pas une fonction. La politique, ils font la politique. Mais aujourd'hui, parmi eux, il y a ceux qui négocient pour aller enseigner. Parce qu'ils estiment que, tôt ou tard, ils seront obligés d'abandonner le terrain politique, mais ils seront obligés de venir travailler pour gagner du pain, pour gagner leur pain. Et ils négocient activement aujourd'hui pour avoir de la place pour travailler. Mais bon, dans tous les cas, je crois que ça c'est des parenthèses. Je voulais en tout cas rappeler une chose. Lui, comme il a accusé, il accuse, il peut continuer à accuser. Mais je dis ce n'est pas à lui d'accuser. Parce que c'est lui qui détient les preuves. Il doit les sortir. Il doit unir toutes ces preuves avant de venir parler. Moi, j'aurais voulu qu'en venant parler d'un quelconque forum, d'un parti, il a dit, un parti de l'opposition à Abidjan, qu'il apporte des preuves pour dire voilà les preuves que nous avons, pour lesquelles nous annonçons. Je pense que c'était vraiment la colère qui a gagné sur la raison, c'était la haine qui a pris le dessus, en tout cas, de l'homme, véritablement, l'homme politique que nous avons toujours connu. Mais je crois que ce n'est pas une qualité. Ce n'est pas une qualité pour lui. Il doit changer de comportement parce qu'il comprenne qu'il n'est plus l'opposant virulent que nous avons connu. Qu'il se met en tête qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont aux affaires, c'est eux qui ont en charge la gestion de l'État du Niger. Ça veut dire qu'il ne doit pas avoir le même comportement qu'il avait lorsqu'il était opposant. Oui, donc vous êtes prêt à répondre à leur appel pour mais la preuve, lorsque nous avons fait les dernières rencontres, c'était avec lui que nous avons fait les rencontres là. Je rappelle que lorsque nous avons déposé le premier préavis de 48 heures au mois de février, nous avions discuté avec lui, le président du comité. Lorsque le 15 février, on devrait se retrouver, nous étions ensemble à la primature pour discuter une fois de plus par rapport à la non-exécution du communiqué conjoint. C'est avec eux que nous avions fait ces débats-là. Donc aujourd'hui, je me sens peut-être en pleine forme et à l'aise d'ailleurs de dire que ce n'est pas un mépris, c'est simplement parce que je n'étais pas sur le territoire. Que comme il a dit, sa première réunion, je n'avais pas répondu, non, c'est parce que je n'étais pas là. Mais toutes les réunions convoquées où j'étais présent, j'y étais et j'ai pris part activement à ces négociations
ou à ces discussions, j'allais dire. Même si les discussions n'ont pas abouti, et il sait, il aurait pu le dire également aux Nigériens. Oui, donc c'est dans ce contexte encore, vous avez déposé un nouveau préavis de grève de 5 jours qui débute en principe demain. Et quel est votre mot à l'endroit de vos militants? Non, écoutez, les militants, vous avez quand même vu la réaction des enseignantes et enseignants du Niger, juste après la sortie forcée, en tout cas des membres du comité interministériel chargé de négocier. Les Nigériens ont compris, les enseignants ont compris que tout ce temps, on est en train de vouloir divertir les enseignants du Niger parce qu'on prend des engagements. Et vous l'avez vu, lorsque le président parle de la marche citoyenne du 21, où il fait le lien entre la signature du communiqué conjoint et la marche du 21, il dit qu'ils ont tout fait pour qu'ils arrivent à signer cet accord, parce que pour eux, on voulait utiliser les enseignants pour la marche du 21. Dieu merci, il y a eu l'accord, il y a eu la marche du 21. La marche du 21 qui jusqu'à aujourd'hui continue encore à les hanter, qui continue encore à les empêcher de dormir. Et ils estiment que nous sommes les principaux organisateurs de cette marche-là. Dieu merci, si on peut mobiliser le peuple nigérien pour défendre, pour avoir des revendications sociales, je ne peux que remercier le bon Dieu. Mais comme je dis, aujourd'hui, l'opinion a compris, les enseignants ont compris. La sortie, quand vous l'entendez parler, il dit aux enseignants de ne plus croire en nous. Mais aujourd'hui, je crois qu'il nous a renforcés dans notre position et je crois que les prochaines 48 heures seront déterminantes pour nous par rapport en tout cas au nouveau modèle que nous venons de lancer. Un modèle qui commence demain avec d'ailleurs 48 heures de jeûne, mercredi et jeudi. Et le vendredi prochain, nous allons organiser des prières collectives à l'échelle nationale. Comme la dernière fois, au dernier mouvement, nous avions organisé des marches à l'échelle nationale. Cette fois-ci, c'est la nouvelle donne, comme je l'ai dit, 5 jours de grève, 48 heures de jeûne. Et la journée du vendredi, nous allons en tout cas consacrer cette journée-là à implorer le bon Dieu. Merci Halidou Moukela. Vous êtes le secrétaire général du SINASEB, également membre de la cause Niger, et un regroupement des syndicats du secteur de l'éducation qui a engagé donc depuis un certain temps des mouvements de grève pour exiger l'amélioration des conditions de vie et de travail. Et merci d'avoir accepté notre invitation. J'espère que ce n'est pas le merci de l'autre, c'est pas un honneur pour vous de nous recevoir. Non, merci également. Merci également, chef Hassan. Merci. Donc à la suite de cette édition reprise la nuit dernière des activités des agents de salubrité urbaine après plusieurs jours de suspension pour faire des grèves pour exiger le paiement de 8 mois d'arriérés accumulés par la société donc Balarebe qui sous-traite avec la ville de Niamey. C'est avec le secteur du Grand Marché que l'opération a repris. Le reportage de Nasser Dantofo et Nasser Seydou. Après une dizaine de jours d'inactivité suite à un arriéré de 9 mois de salaire qu'elle accumule avec la mairie centrale dont les Niaméens en ont subi les conséquences, la société Balarbe Assainissement reprend ses activités. Ces pays-là nous appartiennent tous et nous savons que l'ambition que le président s'est donnée, c'est de faire de Niamey une ville très propre. Une ville très propre, ça veut dire quoi? C'est que ces images que les télés ont passées la dernière fois ne doivent pas exister dans cette ville-là. Et nous savons que le premier souci du commissaire Niamey-Niala, c'est ça le premier souci. Puisque aussitôt qu'il a eu contact avec nous, il n'a pas cessé de nous interpeller par rapport à la situation de la ville actuellement. Et nous, on a accepté de reprendre le travail. On a accepté de reprendre le travail pour lui faciliter les tâches dans les prochaines négociations. Pour également permettre à tous ceux qui pensent que nous, on ne faisait rien auparavant, qu'ils soient convaincus que toute la propriété qu'il y a auparavant, c'est nous qui l'avons faite. C'est ces femmes-là qui l'ont fait. Donc aujourd'hui, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Comme vous l'avez su aujourd'hui, on a deux dixièmes de nos manœuvres qui sont là, mais ça va aller, les choses vont évoluer crescendo. Aujourd'hui, on a amené ce qu'on a pu récupérer, Inch'Allah, demain ou après-demain. La promesse qu'on a faite, qu'on va faire au commissaire Niamey-Niala, Inch'Allah, les images qui l'ont perturbé la dernière fois, les images qui l'ont mis dans tous ces états dernièrement, ces images-là ne vont disparaître dans les semaines qui suivent.
une reprise de travail rendue possible grâce au pragmatisme et à la vision de cet homme. Ce travail, il faut le soutenir parce que ça répond à un objectif du président de la République, la création d'emplois. Et là, vous avez des femmes qui ont accepté de travailler la nuit, une nuit qui est faite pour se reposer. Elles ont fait le choix de rendre la ville propre pendant la nuit. Et je pense que au-delà du service rendu, il faut savoir que c'est des emplois qui sont créés. Et nous, au commissariat Niamey-Niala, nous avons fait le choix de soutenir ces emplois, la création de ces emplois. On voit plus loin les étendre sur toute la ville de Niamey au bénéfice de ces femmes qui trouvent leurs revenus, mais au bénéfice de tous les citoyens qui ont envie de vivre dans un cadre propre, dans un cadre urbain agréable. Donc je pense que ma présence ici a tout son sens, vraiment pour les soutenir, pour les féliciter, les encourager, et ça je pense que c'est un minimum que nous devons leur apporter. Ainsi, les grands axes et autres endroits stratégiques de la ville de Niamey reprendront leur image d'antan pour que Niamey reste cette capitale Niala. L'annonce du prolongement de la prolongation du mandat des élus locaux de 6 mois continue de susciter des réactions au Niger. Pour le président du modèle Mahaïkata, ce report n'a pas sa raison d'être. Donc, à travers cet acte, les textes sont piétinés. On écoute Tahiru Gimba. Les hommes politiques nigériens, certains ont volé plus que d'autres. Ils se sont enrichis, ils ont les moyens de faire fonctionner. Parce qu'en réalité, l'élection telle que ça se déroule au Niger, ce n'est plus une question d'idéologie ou de programme. C'est l'homme de chez moi ou l'argent qu'il décaisse. Ça s'arrête là. Donc il faut que la classe politique se ressaisisse dans son ensemble. Que personne ne pense que nous sommes à l'abri des surprises. Il faut que nous nous ressaisissions. Et nous avons dit que le report des élections locales ou du mandat des maires est illégal et illégitime, parce que c'est une loi cadre le code des collectivités. Et quand vous allez lire certains de ces articles, notamment le 170 à 174, vous allez vous rendre compte l'État ne peut plus reporter ses mandats. Tous les maires actuels à partir du 13 février ils sont illégitimes, ils sont illégaux. Ils le savent, eux les maires, ils sont conscients. Le code de collectivité est clair. La seule chose qui restait à l'État, c'est de dissoudre les conseils municipaux et nommer des administrateurs délégués, quitte à faire et d'entrer dans une espèce de transition, parce qu'en réalité les élections de 2016 personne ne les a reconnues. Vous avez vu un qui est aujourd'hui de la majorité, un des candidats qui a reconnu formellement les élections du Mamadou, la réélection? Aucun. Nous on n'a rien du tout reconnu, ni législative ni présidentielle. On est mis devant une fait accomplie. Mais eux-mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils n'ont jamais reconnu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur ces élections? Même là où tu as voté, toi, candidat, on t'a mis 0 voix. Et vous pensez que c'est ça les élections? Le deuxième tour qu'il y a eu là, qui a signé le PV de dépouillement des urnes au nom de Hamamoud, qui était, entre guillemets, deuxième? Qui vous a dit que c'est lui le deuxième? Dieu seul sait. Donc je pense qu'il ne peut pas reporter ou prolonger les mandats jusqu'à 2021, soi-disant, sous prétextant que le fichier qui les a fait relire, entre guillemets, n'est pas bon. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils remettent en cause leur propre mandat en disant cela. C'est eux-mêmes qui avouent, oui, non, on n'est pas réélu. Parce qu'en disant que le fichier n'est pas bon, que le système électoral, tous les textes qui gèrent le système électoral nigérien sont mauvais, ça veut dire qu'il y a eu une très, très, très mauvaise, c'est en dessous même de 0. S'il y a une note à donner, on doit mettre moins 19 sur 20 aux élections de 2016. Du sport, dans ce journal, le CS franco-arabe de Niamey a abrité cet après-midi le lancement officiel de la saison sportive Kung Fu Wushu, couplé à la fin d'une session de formation à l'intention des arbitres. Dans son discours, le président de la fédération nigérienne de Kung Fu Wushu a décliné les objectifs visés par la dite fédération au cours de cette saison. Je vous propose de suivre Abdou Amadou Yahaya. La fédération nigérienne de Kung Fu Wushu, en procédant au lancement de cette saison sportive, entend s'engager résolument à l'exécution de son plan d'action annuel dont les principales orientations sont les suivantes.
tenue de l'Assemblée générale ordinaire, stage de formation en arbitrage, compétition nationale et africaine. Toutes ces activités seront corroborées par l'identification de nouveaux talents au niveau de nos combattants pouvant venir renforcer l'équipe nationale. Comme vous le constatez, au regard du plan d'action dont les principales orientations viennent d'être déclinées, le défi qui attend notre fédération est important. Mais vu la cohésion, la compréhension mutuelle et la sérénité qui ont toujours caractérisé les membres de notre fédération, je n'en doute pas un seul instant que le concours de tous ne fera pas défaut quant à l'atteinte des résultats escomptés. Je profite de cette occasion pour lancer une doléance à l'endroit du COSNI. Celle-ci est relative à un souci de formation en arbitrage pour nos maîtres qui vont officier des compétitions. Cette formation peut se présenter sous deux formes. L'octroi de bourses de formation à l'étranger pour nos maîtres, l'organisation de stages de formation au niveau national. Afin d'atteindre nos objectifs, votre responsabilité est engagée. En effet, vous devriez vous rappeler à chaque instant que notre fédération a comme devise discipline, solidarité, excellence. À ce titre, je m'en vais vous rappeler que seul le travail paye. Le seul combat qui vaille est celui du travail et du travail bien fait. D'ores et déjà, je m'en vais vous informer que notre pays compte participer au 6e championnat africain de Wushu qui se tiendra à Cotonou au Bénin pendant le mois de juillet prochain. Sachez que la fédération, en partenariat avec la tutelle et les autres partenaires, aidera ceux qui auront pour ambition l'atteinte de cet objectif. C'est sur ces mots et en exhortant tous mes collaborateurs à rester soudés autour de la fraternité et de la solidarité, gage d'un travail fécond, que je déclare ouverte la saison sportive de Kung Fu Wushu au Niger au titre de l'année 2017. Point final de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et surtout bon début de semaine. Au revoir.